Bonjour et bienvenue dans Maman et moi. Je suis Ludivine Tourlonia, autrice et créatrice de ce podcast dans lequel vous entendrez des récits sincères, puissants, parfois fragiles, mais toujours vrais. Si ce projet vous touche, il y a une façon très simple de le soutenir. Vous abonner. Merci infiniment. Et maintenant, place au témoignage. Aujourd'hui, je vous propose le témoignage de Muriel. Une histoire marquée par une double traversée, celle du deuil et celle de la maternité. À 5 mois de grossesse, Muriel perd sa maman. Alors qu'elle porte la vie, elle est brutalement confrontée à la mort. Dans cette première partie, elle nous raconte ce moment de bascule, le choc de la perte et la manière dont elle a continué à avancer, portée par sa grossesse, parfois presque en la mettant de côté pour pouvoir tenir. Un récit sur les émotions contradictoires, la tristesse, la culpabilité parfois, et cette grossesse qui se poursuit dans un contexte profondément bouleversant. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire qui tu es, quelle est ta famille aujourd'hui ? Alors moi c'est Muriel, j'ai 33 ans. Je suis maman au foyer et je suis mariée, 3 enfants. Donc un garçon de 7 ans, une fille de 4 ans et puis un petit de 15 mois. Quand tu repenses à cette période avant tout ce qui s'est passé, comment est-ce que tu vivais ? Donc c'était ta deuxième grossesse au début. Au début de la grossesse, bien. Franchement j'étais contente. C'était quelque chose de positif qui arrivait dans ma vie. D'accord. Comment tu te sentais vraiment dans ton corps, dans ta tête ? Donc c'était quelque chose qui avait été planifié. Oui. Voilà, comment tu te sentais ? Alors au début je me sentais vraiment bien parce que on avait appris que ma maman était malade. Ok. Donc c'était une période Avant la compliquée. grossesse ? Oui. Ok. Donc c'était très compliqué et puis on voulait un deuxième enfant. Au début j'étais un petit peu frustrée parce que pour mon premier je suis très vite tombée enceinte. Et là j'ai mis 9 mois, enfin c'est pas beaucoup quand on pense à certaines personnes, mais je comprenais pas pourquoi en fait elle arrivait pas tout de suite. Ouais. Et puis quand j'étais enceinte, j'étais contente. Bah, je me suis dit, il y a quelque chose de positif en fait. Il y a ma maman qui a une maladie, mais il y aura cette naissance. Pour moi, ma maman était immortelle, alors qu'on savait qu'elle était condamnée. C'était une maladie incurable. Oui, elle avait un cancer de la thyroïde anaplasique. Okay. Donc en fait, il y a 3 types de cancer de la thyroïde. Celui qu'elle avait, en fait, il est très rare, mais très agressif, inopérable, pas du tout soignable. Puis pour moi, elle était immortelle, ma maman. Donc je me disais, il y aura cette naissance, ça va lui donner aussi du positif, du courage. Donc, tu m'as confié donc avoir perdu finalement ta maman à 5 mois de grossesse. Oui. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as vécu cette période-là ? En fait, ça a été très très vite. C'était un vendredi, j'avais eu l'échographie de la morphologie à l'hôpital de Sion. Donc là, j'ai pu montrer à ma maman l'échographie, sa dernière échographie qu'elle a pu voir. Et puis, à la base, je voulais garder la surprise par rapport au sexe du bébé. Mais mon mari voulait savoir, donc il l'avait dans une enveloppe. Et le samedi, il a bafouillé. Donc j'ai su. Et puis c'est par après que je me suis dit, au moins ma maman, elle a su que c'était une petite fille. Et puis en fait, le dimanche, j'ai dû appeler l'ambulance parce que elle a perdu connaissance. Puis là, après, tout s'est enchaîné. Ah, t'étais avec elle à ce moment-là ? Oui, donc c'est moi parce qu'on la laissait jamais seule avec mes frères. Donc on faisait toujours des tournus pour dormir avec elle. Donc ce jour-là, c'est moi qui étais là. Et j'ai appelé l'ambulance. Puis là, tout s'est enchaîné. Donc dès ce moment-là, en fait, j'ai complètement oublié que j'étais enceinte. J'ai remis ma grossesse de côté.
Puis elle était suivie au CHUV, donc on faisait tous les jours les allers-retours avec mes frères. Et le mercredi, elle est décédée. Donc après, il y a les pompes funèbres, enfin tout s'enchaîne, tout va très vite. On a dû vider son appartement, mettre l'appartement en vente. Moi, je m'alimentais plus. Il y avait un de mes plus grands frères, j'ai 2 frères, qui s'inquiétait un peu, donc il me disait mais il faut te nourrir. Donc dès que j'essayais, je vomissais. Donc en fait, à partir de ce moment-là, tout est parti en cacahuète, quoi. Ça a été très compliqué. Ouais, j'imagine. Donc, qu'est-ce que ça a fait en toi de vivre la mort et la vie en même temps? Tu dis, en fait, t'as presque mis la vie de côté. Voilà, ouais. Les premiers temps, j'ai vraiment mis ma grossesse de côté. J'ai presque fait un déni, en fait. Pour moi, j'ai oublié que j'étais enceinte. Ouais. Quand on débarrassait l'appartement, je prenais du poids. Je portais vraiment du poids. Ouais. Voilà, je portais du poids. Pour moi, j'étais pas enceinte. Ouais. Et malgré ça, il y avait des moments de lucidité parce que après j'étais suivie 1 fois par semaine chez un gynécologue parce que moi je perdais du poids. Donc ma fille, elle ne prenait plus de poids ou très peu. Donc là, j'étais très suivie. Et puis il y avait des moments de lucidité où d'un coup, j'étais couchée sur le canapé, je sentais ma fille donner des coups. Donc j'étais contente. Et d'un coup, je me disais, mais non, en fait, t'as pas le droit d'être contente parce que tu viens de perdre ta maman. Tu t'interdisais d'être heureuse. Et à un moment, j'en voulais, je parlais mal à ma fille, de dire, tu vois, si t'es arrivée plus tôt, t'aurais pu la connaître. Et puis je me disais, mais non, en fait, j'ai pas le droit de dire ça parce qu'elle y peut rien. Et puis au même moment, je pleurais, j'étais triste pour ma maman. Et je me disais, mais t'as pas le droit d'être triste, en fait, tu portes la vie. Donc, c'était très contradictoire, en fait. Ouais, je vois, ouais. Ah ouais, c'est fort. Est-ce que, donc, en fait, tu l'as dit, mais est-ce que tu as eu le sentiment qu'il n'y avait pas la place pour ces 2 émotions en même temps? Oui, c'est ça. En fait. Je me l'interdisais parce que pour moi, il y avait des moments où j'étais triste, mais je n'avais pas le droit parce que j'avais la chance de porter la vie. Puis c'est aussi par rapport à cette société, en fait. De dire, tu peux jamais te plaindre. J'ai cette impression-là, en tout cas. Donc, je me dis, il y a des femmes... pour elles, c'est compliqué de tomber enceinte, donc j'ai pas le droit, en fait, d'être triste, parce que moi, j'ai la chance d'attendre un bébé. Puis en même temps, c'était très compliqué. Et comment ton entourage a réagi? Est-ce que tu as été soutenue? Tu nous as parlé de ton grand frère qui s'est inquiété pour toi. Et est-ce qu'il y a eu encore d'autres? Alors, c'était beaucoup mon mari, parce que lui me voyait. Mais en fait, moi, je suis une personne qui, face aux gens, en fait, je me mets un masque. Je vais jamais me montrer, en fait, quand je suis pas bien. Et je me suis toujours, depuis petite, mais ça, c'est moi, je vais toujours montrer que j'étais forte. Et puis, donc, ouais. Et aussi, des fois, il y a certains commentaires. Ça, c'est plus d'entourage plus loin, mais qui te disent... En fait, tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est parce que tu as les épaules pour, ça t'apprend des choses. Et en fait, à force d'entendre ça, je me disais, en fait, je dois être forte. Ouais, t'as pas le droit de lâcher. Voilà. Alors que non, en fait, t'as le droit des fois de dire que t'en as marre et c'est OK. Mais ça, il m'a fallu vraiment du temps, quoi. OK, ouais. Donc là, il t'a quand même manqué un peu d'aide, peut-être, pour passer à travers cette période, tu dirais? Oui, parce que surtout que... Quand j'allais chez la gynécologue, elle connaissait en fait mon histoire, donc j'étais très suivie. Mais en fait, elle m'a jamais mais ça c'est plus tard en fait que j'ai pris conscience. Mais elle m'a jamais en fait proposé d'aller voir un psychiatre, un psychologue. Et de moi-même, j'ai pas pensé parce qu'au moment j'avais d'autres choses à penser. Donc et puis je suis aussi quelqu'un qui a tendance à me renfermer sur moi-même. Quand je suis pas bien, je me renferme et je m'éloigne des gens. Donc non, en fait, j'ai pas eu d'aide, mais c'est pas à cause des autres, c'est moi. Et parce que la gynécologue ne m'a pas proposé cette aide. Pas proposé donc, non plus, non. Et quelle aide tu penses que tu aurais eu besoin? Moi, je pense plutôt professionnelle. Donc un psychologue ou un psychiatre, oui. Donc pas forcément d'être plus entouré par des amis, mais vraiment quelqu'un d'extérieur. Voilà, et quelqu'un de neutre. Parce qu'après, avec mes frères, je n'osais pas en parler non plus, parce qu'ils étaient aussi dans un deuil. Après, on vit tous différemment le deuil, mais je me disais, eux aussi, ils ont perdu leur maman. Donc, je me voyais pas aller leur parler à eux, en tout cas. D'accord. Donc, en fait, pour résumer un peu, en fait, tu as eu cette impression qu'on attendait de toi d'être forte à un moment où tu étais en train de t'effondrer. C'est ça. Puis aussi, quand ma maman elle est décédée, c'est vrai que je me suis beaucoup occupée de tout, de la paperasse.
J'allais aider pour débarrasser aussi son appartement. Puis même quand elle était malade, je faisais beaucoup, moi, les trajets avec elle au Plus CHUV. que tes frères, tu veux dire ou... Oui, après, on faisait tout. Bon, après, oui, ils travaillaient. Moi, à ce moment, je ne travaillais pas. Ok. Mais après, on devait faire aussi les papiers par rapport à l'AI. Donc, c'est tout moi, en fait, qui m'occupais de la paperasse. Enfin, en fait, j'ai l'impression que je devais tout gérer. Et que j'avais pas le droit de dire... en fait, là, j'en ai marre. Ouais. Parce que c'était ma maman. Ouais. Donc, je me sentais obligée pour elle. Ouais. Et donc, tu dis qu'après après ce décès, en fait, ta grossesse est devenue compliquée. Alors, tu nous as parlé du fait presque d'être en déni de grossesse à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Tu as parlé aussi d'un suivi très régulier, donc tu t'alimentais plus. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors, en fait, moi, j'arrivais plus à m'alimenter. Donc, je perdais beaucoup, beaucoup de poids. Donc, ma fille n'arrivait plus à en prendre ou très peu. Donc, là, direct, c'est un très petit bébé. Et ça, je l'ai entendu très longtemps et ça a été très compliqué. Pourquoi ça a été très compliqué ? Parce qu'en fait, j'avais la pression tout le temps, en fait. Ah, d'entendre, c'était ta faute. C'est un très petit bébé. Ah, ça, c'est normal chez les très petits bébés. Donc, ça, c'était... Plus non, ça, c'était très compliqué. Et après aussi, j'étais focalisée en fait sur le décès de ma maman. Donc, presque j'ai l'impression de devenir folle. Puis je disais à mon mari, mais en fait, je suis sûre qu'elle n'est pas morte. Mais j'étais arrivée dans une optique où j'étais focalisée là-dessus et j'oubliais aussi ma grossesse en me disant, mais en fait, je suis sûre au CHUV, elle a dit il devait dire qu'elle était décédée, mais en fait, elle n'est pas décédée, elle se cache quelque part. Et t'en étais intimement j'étais persuadée parce qu'elle veut plus qu'on souffre. Et j'étais à 2 doigts d'aller demander en fait le dossier médical au CHUV pour voir écrit. Puis mon mari me disait mais non, c'est pas possible. Et puis t'imagines, il te donne le dossier médical. Tu vas voir des choses peut-être qui vont te faire du mal. Mais j'étais focalisée là-dessus. Et je faisais tout le temps des rêves où je voyais ma mère me dire mais je suis pas morte. Et presque à en perdre la tête quoi. J'ai l'impression de devenir folle. D'accord. Et là. Bon, après, des fois, quand on est dans un état comme ça, des fois, on n'entend plus non plus ce qu'on veut nous dire, mais tu n'as pas le souvenir que quelqu'un t'a dit il faut aller voir quelqu'un pour t'aider, parce que c'est vraiment fort ce que tu racontes. Alors, c'est mon mari beaucoup, parce que j'en parlais qu'avec mon mari. Ouais. Et après, c'est bien plus tard, quand ma fille a eu 10 mois, que je me suis dit, mais en fait, il faut que j'aille voir quelqu'un. Là, c'est venu de toi. Ouais. Oui, je suis quelqu'un qui... j'ai passé par des périodes très compliquées. J'avais fait une dépression il y a longtemps. Donc, je connais les signaux. Puis, ça m'a fait tellement peur que je ne voulais plus retomber là-dedans. Donc, j'ai aussi un caractère assez fort, je pense, et qui veut toujours se relever. Donc, oui, j'ai des phases où ça ne va pas trop, mais je vais tout faire de moi-même, en fait, pour aller mieux. Ouais, d'accord. Et en fait, ça a duré combien de temps, cette période où tu as été suivie une fois par semaine? C'est jusqu'à la fin de la grossesse ou... Oui, alors en fait, après j'ai dû être provoquée à 38 semaines plus 2 jours parce que le mercredi, j'avais été chez la gynécologue et puis elle m'avait dit que tant qu'il y avait assez de liquide et que son cœur allait bien, on allait la garder le plus longtemps au chaud. Parce que normalement, à 37 semaines... Le bébé, s'il est bien, il peut naître à n'importe quel moment parce qu'on est à terme. Mais moi, pas en fait. Je vais faire le moins d'efforts possible. Il fallait qu'elle grandisse, qu'elle prenne du poids. Et le samedi, je la sentais pas bouger. Donc, j'ai appelé la maternité à l'hôpital de Sion. Et puis, elle m'a dit, la sage-femme, venez, on fait juste un petit contrôle, comme ça, d'être rassurée. Donc, moi, je suis partie dans l'optique que j'allais faire un petit contrôle. Et puis, voilà. Et en fait, le gynécologue à l'hôpital... il a vu qu'elle avait pris 0 gramme en fait, de mercredi à samedi. Puis il a dit, en fait, j'ai pas envie de vous laisser partir et que vous ayez des contractions naturelles. Parce que vu que c'est un petit bébé de nouveau, elle peut être très vite fatiguée. Donc il faut que vous soyez sous contrôle et puis on vous provoque maintenant. Okay. Et en fait, déjà là, ça a été le choc parce que je me suis dit, j'allais juste pour un contrôle. Il m'hospitalise. Je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Puis j'avais aussi mon premier à qui j'avais dit, à toute, je vais juste contrôler. Voilà. Et du coup, en fait, la provocation a été très, très vite parce qu'ils ont commencé à 18h30 par ballonner. Et puis, à 22h, j'ai été en salle d'accouchement. Ils m'ont mis l'ocytocine. Et à 2h du matin, j'ai commencé à avoir des contractions très, très fortes. Et puis moi, je me suis toujours dit, j'ai la péridurale, tranquille. Mais en fait, ce jour-là, il y avait énormément d'accouchements. Donc, l'anesthésiste mettait du temps à arriver.
Et puis moi, j'arrivais pas à gérer ces douleurs, je ne supportais pas. Donc j'étais focalisée que sur les douleurs. Et puis au moment où l'anesthésiste, il arrive, et qui, parce que moi ça je savais pas, mais quand on a une contraction, il peut pas mettre la péridurale. Et en fait, j'avais chaque minute. Une, elle finissait, une, elle recommençait. Donc, il n'avait pas le temps, en fait. Non. Et au moment où il a enlevé la péridurale, j'ai perdu les os. Et en fait, elle est sortie. Donc, à 2h23, elle est née. Oh, waouh. Ouais, et elle est sortie comme une fusée, quoi. J'ai pas poussé, Waouh. Ouais. Et déjà là, en fait, j'ai rien compris. Enfin, la sage-femme m'a posé ma fille sur moi. Puis je l'ai regardée. Puis ça, je me rappelle juste que j'ai juste dit... elle a le même nez que Nils, donc de mon premier. Mais j'ai pas eu, en fait, cet attachement comme avec mon premier, où dès que je l'ai eu, j'ai pleuré de joie. Je lui dis, t'es beau, je t'aime. Enfin là, on m'a posé un bébé, je savais pas qui était ce bébé. Ouais. Et je voyais après aussi la sage-femme me faire des allers-retours. Et je voyais dans son regard qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, j'ai continué à regarder ma fille, de me dire, c'est qui ce bébé ? Et puis d'un coup, je vois arriver une équipe médicale dans la salle. Donc il y avait deux gynécologues, 3 sages-femmes, 2 anesthésistes qui courent avec des appareils, qui prennent ma fille en fait de mes bras. Elles le donnent à Philippe, donc à mon mari. Puis elles lui disent, vous sortez de la salle. Avec le bébé comme ça, ouais. Elle sortait. Ok. On s'arrête ici pour cette première partie. La suite de ce témoignage est à retrouver dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Maman et moi. Si ce projet vous touche, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant. À bientôt pour un nouvel épisode de Maman et moi.